Alors, quatrième point, et là, j'ai ici vraiment l'expert. Là, moi, vous savez, je suis né en Belgique. Là, je suis pas un grand expert là, mais il faut. Je pense que les gens ne comprennent pas. Et j'ai l'impression que certains policiers, excusez-moi, Voilà les policiers aussi. certains membres de gouvernement, politiciens, ne le savent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un expert avec moi. Au Canada, une grosse partie de l'année, là, il fait froid. Alors, il fait très froid. Très, 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 très froid, dépendamment des régions. Et alors, ce qui est intéressant, et ce qui est assez... Pourquoi est-ce que ça arrive? Je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez un véhicule électrique dans certaines régions du Canada en hiver, ben, il va se comporter de manière très, très, très différente de, dans, que dans d'autres régions de par la température. Alors Dan, parlez-nous du froid et du Canada. Le froid du Canada, comme il l'avait dit Molière, quelques arpents de neige et bancs de fléaux. Il avait raison. C'est un pays qui est très froid. On voit avec nos amis au sud qui partagent aussi une frontière qui s'appelle l'Alaska. Vraiment des températures qui sont des plus froids au monde. Bien plus que la Russie, bien plus que des endroits au sud de l'hémisphère. Et c'est pour cela que nous savons que vraiment les propriétés entendues dans des batteries ne sont pas aussi efficaces dans ces conditions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas fonctionner, mais intéressant, une voiture électrique doit trouver les manières, les moyens de se réchauffer afin de garder, de préserver leur efficacité. Et ça devient un vrai défi pour ces voitures-là dans des conditions aberrantes que nous avons ici au Canada. Et donc, bien que c'est possible de le faire, de fur et à mesure, on continue à peut-être aller dans les endroits. C'est un pays vaste, comme j'ai indiqué tout à l'heure. C'est un pays dans lequel la grande majorité des gens restent pas loin de la frontière des États-Unis, c'est-à-dire en dessous du parallèle 49. Mais que nous voyons dans des plus grandes villes comme dans l'ouest du Canada, c'est-à-dire Winnipeg, où je suis né, Regina, Calgary, Edmonton. Il n'y a pas question d'utiliser des voitures électriques comme option. C'est souvent des voitures combustibles qu'on doit utiliser parce qu'ils sont fiables, sont capables d'aller 400-500 kilomètres facilement sans faire le plein. Tandis qu'une voiture électrique n'a pas les mêmes avantages. Et c'est quelque chose que, surtout ici au Canada, où on croit que c'est la seule solution pour le climat, qu'on doit peut-être dire peut-être à nos politiciens, un moment, s'il vous plaît. Il faut prendre encore cette grosse question de réalité en premier lieu, parce que c'est une question qui peut facilement laisser à des problèmes pour des gens qui se trouvent sans énergie dans une batterie qui elle ne fonctionne plus quand il est moins 40 dehors. Et on n'a pas la capacité avec une tempête que nous voyons parfois ici au Canada, que ce soit à Terre-Neuve, Québec, Ontario. Il faut être un peu méfiant de dire que c'est la même chose et que ces deux formes de transport, ces deux formes d'automobile vont agir de même façon. Ce n'est pas une réalité et c'est peut-être parfois dans un pays comme le Canada très dangereux de ne pas être un peu souciant des conséquences. J'ai beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Pour vous donner une idée, de nouveau, les personnes qui nous écoutent peut-être de France ou d'ailleurs, là où il fait plus chaud, au Canada, on vous recommande d'avoir des couvertures dans votre voiture, là, au cas où votre voiture est en panne, là, parce que vous ne voulez pas mourir de froid. OK? Voilà. Euh, alors, imaginez ce qu'il vous faut comme couverture avec un véhicule électrique. Il faut savoir que le véhicule électrique, contrairement au véhicule à combustion interne, ne va pas dégager de chaleur qui va être utilisable pour réchauffer l'habitacle du véhicule. Donc, une partie de l'énergie que vous utilisez
en hiver pour propulser votre véhicule, c'est pour chauffer l'habitacle. Imaginez chez vous, à votre domicile, si vous commencez à vous chauffer à l'électricité à partir de batteries. Vous comprenez tout de suite que ça ne peut pas vraiment fonctionner. Ben, c'est ce qu'on doit faire avec un véhicule électrique. Euh, donc, il y a différentes estimations, on rentrera dans les détails plus tard, pas à cette session-ci, mais on parle de perte d'autonomie de 20, 30, voire 40%. Et ça va très très vite. Dès que la température est à moins 10 degrés, là, ça commence à ne plus du tout aller bien, là. Et donc, on parle d'une perte d'autonomie par rapport à un véhicule qui a déjà une autonomie très limitée et par rapport à un véhicule à essence ou au diesel. Et donc, on parle d'une problématique majeure là. Et moi, je regardais un tout petit peu les profils hivernaux, si vous voulez, sur le plan météo de différentes régions. Là, vous allez pouvoir commenter sur l'Ontario, mais je vais commenter sur le Québec. Un hiver dans la ville de Québec, Québec City, c'est pas du tout la même chose qu'un hiver à Montréal en termes de température. Vous allez avoir beaucoup plus de jours très froids dans la ville de Québec, qui est quand même une agglomération avec, avec une grosse population. Là. Donc c'est pas. Et on parle de. C'est quoi? C'est 300 kilomètres ou quelque chose comme ça entre les deux villes. C'est pas grand-chose. Et puis vous vous retrouvez avec des endroits où les gens vivent, où il fait horriblement froid en hiver. Et en tout cas, il y a des gens qui aiment ça, là, mais les voitures électriques n'aiment pas ça. Ça, c'est très clair. Alors, peut-être que vous avez d'autres exemples, mais on sait que le nord de l'Ontario et l'ouest canadien, il peut faire très, très froid, là. Bon, il y a des voitures, des camions dans l'ouest du Canada, le nord de l'Ontario, le nord du Québec, où le diesel, les voitures doivent rester, doivent fonctionner 24 heures, 7 jours par semaine. On les laisse démarrer. C'est pas une question de les fermer parce que c'est vraiment trop froid. Et comme vous l'avez souligné au début, des personnes peuvent avoir des conséquences néfastes. On peut mourir facilement ici dans des conditions. Et ce sont des conditions qui sont plutôt le cas, surtout décembre, janvier, février, ici au Canada. Et donc, même ici en Ontario, des différences dans la capitale, à Ottawa, il y a une différence, un écart d'environ 7 à 8 degrés, surtout durant ces mois. Donc, c'est pas quelque chose que nous avons vraiment le luxe de nier et de ne pas considérer. C'est extrêmement important au plan social. Et donc, moi, je ne comprends pas comment même les politiciens ont pu avoir cette idée de généraliser ces véhicules dans cette situation, étant donné qu'il y a certaines, si vous n'êtes pas familier avec le Canada, la grosse majorité vit très proche de la frontière américaine. Hein, donc, donc mais toutes les régions qui sont plus vers le nord, typiquement, vont être beaucoup plus froides. Et là, on tombe dans des climats qui sont quasiment incompatibles avec, avec ces véhicules électriques. Moi, je laisserais mon petite affaire ici, mon iPhone, de la mettre un peu dans la frigidaire pour 4 ou 5 heures et voir où on est avec la batterie. Ça va diminuer par 40-50% facilement, plutôt que dans les circonstances où on est à -2, -3. Le Canada, c'est un réfrigérateur 4 mois durant l'année, au moins, minimum. Donc, c'est un exemple que nos collègues devraient prendre en considération parce que c'est précisément la même chose. Alors, passons du froid au chaud ou à l'extrêmement chaud. Là, on va parler donc de la question des risques d'incendie avec les véhicules électriques. Alors là, c'est le sujet que j'appellerais le sujet interdit. Vous ne pouvez pas parler de ça de trop, parce qu'évidemment, les régulateurs, les gouvernements qui poussent les véhicules électriques devraient être en théorie les premiers à se soucier des risques associés à ces véhicules électriques.
avec les technologies actuelles, mais ils le font peu. Mais tout de même, il y a certains éléments d'information. Alors, pour vous donner des idées très concrètes, hein, alors c'est très controversé, mais vous avez eu un incendie récemment à l'aéroport de Luton, hein, dans la banlieue de Londres. Et alors, tout de suite, on s'est efforcé de dire que le véhicule qui a causé l'incendie est un véhicule diesel. Et peut-être que c'était un véhicule diesel, mais c'était aussi peut-être un véhicule hybride diesel avec une batterie au lithium. Et les autorités, en tout cas, on ne connaît pas encore le fond de l'histoire, mais il y a énormément de choses qui circulent sur le sujet. Mais pour vous donner une idée, il y a eu 1500 véhicules qui ont été détruits. Et il n'y a pas eu de mort là, mais c'était un incendie majeur, hein. Regardez sur les médias sociaux les vidéos. Mais ce que l'on sait, et là, il y a eu des témoignages de, de pompiers, c'était de dire, ben, en fait, la transmission du feu a certainement été favorisée par les véhicules électriques parce qu'ils ont pu, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'il y a des explosions, parce que le véhicule électrique, la batterie, quand elle prend feu, elle va avoir une température nettement supérieure. Hein, là, j'ai vu des estimations à 2700 degrés Celsius. Euh, et donc, on parle de feux excessivement intenses et qui peuvent durer. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, tout de suite, il y a cette question des stationnements qui est liée. Donc, est-ce que c'est sécuritaire d'avoir des véhicules électriques en bas de votre immeuble, dans un stationnement d'aéroport, mais dans n'importe quel stationnement, en fait? Et il y a des études, on va les analyser, qui ont regardé ça vraiment très sérieusement et en détail, notamment pour le gouvernement britannique. Et on voit que les recommandations sont assez considérables, notamment réduire de manière drastique le nombre de places de stationnement dans les parkings publics et autres et privés pour espacer les véhicules, pour réduire la transmission du feu. C'est un exemple, hein, mais donc ça veut dire qu'il y a des implications considérables. Alors un autre exemple de catastrophe qui a eu lieu, vous êtes peut-être au courant, il y a ce bateau, le Fremantle Highway, qui a, Oui. qui a brûlé donc au large de la Hollande et il transportait 2800 véhicules, dont une estimation c'est 500 qui étaient des véhicules électriques. Et donc, environ 2 tiers des véhicules ont été détruits par cet incendie. Et donc, ce que l'on sait, c'est que notamment en Australie, les compagnies, et aussi en Norvège d'ailleurs, les compagnies de ferry, hein, où typiquement vous mettez les véhicules les uns à côté des autres pour avoir le maximum de véhicules, pour ne pas perdre de place, eh bien, ces compagnies de ferry sont en train de reconsidérer simplement de transporter ou pas des véhicules. Peut-être qu'ils vont l'interdire. Alors imaginez par exemple, vous savez, la capitale de la Colombie-Britannique, c'est Victoria. Ben, la manière classique, hein, pour aller entre Victoria Yes. et Vancouver, hein, là, c'est par ferry. La Là. batterie. Oui. Alors imaginez là, si la compagnie là, décide, OK, ben, on va interdire les véhicules électriques, alors que la province de la Colombie-Britannique fait tout pour que les gens aient des véhicules électriques. J'ai un ami, là, il a acheté un vélo, il a reçu $2000 de subvention pour avoir une batterie dans son vélo pour pédaler moins fort, alors que c'est plat par là. Hein. Donc, on est dans tout ce qui est assez incroyable. Mais il faut savoir qu'il y a quand même quelques soit des compagnies privées, soit des compagnies publiques qui regardent ce risque d'incendie très sérieusement. Et c'est un risque d'incendie qui est réel et qui est lié à la composition des batteries. Et donc moi je pense qu'on doit en discuter même si c'est un sujet interdit. Ouais. Mais ça ne devrait pas être une discussion ou un sujet interdit. Ça fait face à la réalité. Surtout quand moi j'ai des cousins qui sont des pompiers.
me disent que quand un accident et ça commence à brûler, on les laisse brûler parce qu'ils brûlent à des températures bien plus élevées des accidents ou des feux créés par des véhicules de combustion interne. Il y a aussi d'autres phénomènes et c'est l'assurance pour ces voitures. Est-ce que ces compagnies vont continuer à assurer ces voitures? Quand ils font un accident, d'habitude, même si l'accident peut être débossé, si vous voulez, euh, pour la grande majorité des voitures, pour des voitures électriques, c'est quelque chose qu'on met à la poubelle. Et c'est quelque chose qui va vraiment nuire au coût de garder ces voitures qui sont en particulier, ce sont des voitures lourdes. Il y a des conséquences pour les consommateurs qui souvent ne prennent pas en considération. Et ça s'en vient, ça va être ici sous peu. Les compagnies d'assurance vont vraiment monter les prix pour assurer ces voitures. Absolument, et ça a déjà lieu en Grande-Bretagne, hein, donc il y a des compagnies qui ont décidé de ne plus assurer Ouais, en Grande-Bretagne les véhicules électriques, en tout cas une, ou suspendre, et d'autres qui augmentent les primes. Et donc, ça, c'est quelque chose de très réel. Et ouais, pourquoi? Parce que ce sont des pertes totales. Hein, le véhicule, dès qu'il prend feu, ben, il est une perte totale. Et même quand il y a des petites réparations au véhicule électrique, dès que ça touche à la batterie, il y a une crainte de la part de la compagnie d'assurance de, de, cellulaire, ouais. de laisser faire une réparation qui sera peut-être pas performante. Il y a eu un article il y a quelques jours dans le Wall Street Journal et moi je rigole hein, quand je vois ça, mais il disait exactement ce que vos amis pompiers ont mentionné là, c'est que euh, la meilleure stratégie d'extinction d'un véhicule électrique, c'est de le laisser de laisser brûler jusqu'à la fin. Alors ça a des Ouais, implications sur le plan environnemental. C'est un désastre sur le plan environnemental si ça s'en va dans les eaux, dans les égouts, etc., là, parce que c'est toxique. Là. Et évidemment, ça a des implications énormes. Imaginez vous avez un stationnement avec 1000 véhicules et puis ah ben là, la meilleure stratégie là, c'est de le laisser brûler pendant 5 10 heures là, avec des températures énormes. Alors ça peut mettre en péril les structures du bâtiment. Ben, ça peut être aussi la même chose dans votre maison. Votre maison peut partir au feu si vous avez un garage intérieur. Et c'est comme ça d'ailleurs que, en tout cas, c'est un des facteurs qui a certainement amené les autorités. Donc, il y a eu des analyses du bâtiment, des stationnements à Luton, hein, donc cet aéroport, et donc ils doivent détruire tout le bâtiment et le reconstruire. Hein, donc, justement, justement. oui, oui, oui. Donc, on va parler du froid, du chaud. On va parler et peut-être on en a déjà touché un mot, c'est toute la question du réseau électrique, là. Hein, parce que c'est bien dit, si tout le monde charge sa voiture avec, on parle d'ampérages qui sont substantiels hein, pour charger un véhicule électrique, même à la maison. Là, alors si tout un quartier, là, toute une ville se met à charger en même temps, donc quelles sont les implications sur le réseau là? Est-ce que vous voulez commenter sur cette question? Parce que dans quel état sont les réseaux électriques actuels aussi? Sont substantiels, ils sont au maximum. Dans plusieurs des circonstances, on voit non seulement le gouvernement qui nous demande de ne plus utiliser nos fours, des aliments de chauffement ici à la maison par le gaz naturel, mais plutôt davantage d'utiliser de l'électricité qui, si on voit comme le Québec, au mois de janvier, février, on demande aux consommateurs, aux propriétaires ou ceux et celles qui ont des voitures électriques de ne pas charger ces voitures durant un certain temps. Alors, je crois que l'infrastructure que nous avons à présent n'est pas adéquate pour, euh, pour répondre ou bien pour euh, être là pour les mandats dont les gouvernements en souhaitent. Et donc, c'est une situation qui risque
non seulement, et peut-être c'est pas une risque, c'est vraiment l'idéologie des gouvernements que nous avons la capacité de contrôler quand vous allez promener dans votre voiture, quand vous allez charger dans vos voitures. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les éléments nécessaires, l'infrastructure qui est nécessaire, va nous coûter des milliards de dollars. Des milliards de dollars qui, dans un pays dans lequel, si vous ne savez pas, le Canada, maintenant, a des déficits de 45 à 46 milliards de dollars par année, un déficit d'environ une dette globale de 1,2, 1,3 trillions de dollars. Alors, c'est peut-être un but que nous ne pouvons pas cibler parce que c'est impossible au plan financier d'y en arriver. Et on sait aussi que le gouvernement a bien investi des 32 milliards pour Stellantis et pour Volkswagen. On voit encore quelques millions pour la compagnie au Québec, Northvolt, je crois, Volt Nord. Alors, le gouvernement n'a plus d'argent. Et c'est à un moment donné, je crois que des gens qui sont responsables pour les fiducies au Canada vont commencer à vraiment demander si la capacité du pays pour répondre à la grande, énorme nécessité de produire, de construire cette infrastructure pour répondre à la demande qui est poussée par le gouvernement est possible. D'après moi, ce n'est pas possible. Et c'est certainement pas possible de le faire d'ici en 10 ans. Bien que les gens qui trouvent ça louable, être louable et la réalité sont souvent deux choses différentes. Il faut vraiment distinguer entre l'aspiration de dire que nous voulons faire ces choses et nous sommes en train de faire ces choses. Encore, la réalité nous penche dans la direction de peut-être euh, mettre nos mettre nos mandats un peu plus loin dans l'avenir, peut-être 2050, je ne sais pas, mais je sais que cibler 2030, 2035, c'est impossible. Toute cette transition est faite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça réduit à peine. Et si vous me demandez comment réduire les, les, les émissions de gaz à effet de serre au Canada, si c'est considéré comme important, puisqu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui considèrent que le CO2 n'est pas du tout la cause des changements climatiques et n'est pas du tout l'ennemi. Mais si vous voulez réduire les émissions de CO2, il y a d'autres manières de faire que d'aller ouvrir des mines à gauche, à droite et construire des nouvelles usines à gauche, à droite et dépenser des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Il y a des manières beaucoup plus simples de le faire. Hein. Imaginez, vous réduisez la vitesse sur les autoroutes, là, déjà. Vous pouvez réduire beaucoup des émissions de carbone instantanément, là. Hein. Vous allez rendre les policiers heureux, là. Ils vont pouvoir, avec votre radar. En tout cas, il y a des tas de manières de réduire les émissions de carbone. Il y en a d'autres aussi liées aux véhicules qui seraient plus petits, là, tout simplement. Là. Promouvoir les véhicules plus comme vous trouvez en Europe par rapport aux véhicules que vous trouvez en Amérique du Nord. On en parlera un peu plus tard. Mais donc, on fait toute cette démarche pour probablement un effet nul en termes de changement climatique. C'est, le, c'est, je pense, une réalité là qui est difficilement acceptée, puisque le discours officiel, c'est que il faut absolument faire ces choses-là, sinon la planète va arrêter de... C'est quoi la population du Canada en ce moment? C'est 40 millions d'habitants en ce moment? 40 millions, on va dire. Elle est en Ouais. croissance, hein, mais bon, ça représente quoi? Ça représente, par rapport à la population mondiale, là, ça reste quand même assez 8 minime. Là. milliards, 7 milliards, oui, oui. Et, 5, 4 Et, et voilà. ce qu'il faut aussi comprendre concernant le Canada, et moi je trouve ça intéressant, c'est qu'une grosse partie de la croissance économique du Canada, c'est l'immigration. Hein, Mhm. donc il y a une politique d'immigration, toujours on prend des centaines de mille de personnes par an au Canada, mais en ce moment ça s'est accéléré.
Donc, il y a une immigration considérable. Et ces gens, ils vont pas résister. Ils viennent surtout quoi, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, je ne sais quoi. Ils veulent avoir chaud en hiver aussi, eux. Hein. Ils, Ouais. ils veulent pas être dans un banc de neige, là, hiberner, là. Non, non, ils veulent. Et donc, ça veut dire qu'il y a des augmentations considérables des besoins énergétiques juste pour chauffer les gens, là. Juste pour le chauffage au niveau des maisons. Et vous avez aussi des augmentations quand même liées. Moi, je lisais un article sur l'intelligence artificielle et tout ça, ça a des demandes énergétiques, mais considérables. Et donc, même sur le plan industriel, des nouvelles technologies, des nouvelles industries, on peut se retrouver avec des augmentations considérables des besoins énergétiques. Donc, le véhicule électrique apporte, si vous voulez, une augmentation additionnelle du besoin énergétique, mais un peu de manière inutile, puisque notamment le Canada, ben, il produit des hydrocarbures. Là, évidemment, ce pas les hydrocarbures qui ont le profil environnemental le meilleur, mais encore là, à voir là, dans un contexte plus général d'une augmentation des besoins énergétiques. Là, s'il faut non seulement changer toutes les voitures, mais ajouter des pylônes électriques, des lignes électriques un peu partout, ajouter des éoliennes un peu partout. On sait que les éoliennes, non seulement c'est intermittent, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie pour les construire, mettre des nouvelles centrales nucléaires et je ne sais quoi. Là. Donc, c'est un problème beaucoup plus général auquel on est confronté. Là. Et malheureusement, c'est très très peu pris en compte dans les. En tout cas, ça n'a pas été discuté officiellement. Les décisions qui ont été prises pour lancer cette transition vers les véhicules électriques, c'est basé sur ça va réduire les émissions de CO2 pour sauver la planète. C'est à peu près la logique. J'ai lu les études qui ont été faites, quelques-unes des études qui ont été faites, là, sur lesquelles les gouvernements se sont basés. Là, il y a très très peu de substance là-dedans. Là. Mhm. Justement. Et les mathématiques, pour ceux et celles, et je vais aller très vite dans ça, si l'impact est 3% de notre atmosphère, le CO2 est fourni et produit par des humains, par nos interactions, dans laquelle nous parlons de 0,04%, dans laquelle le Canada est responsable pour 1,4, 1,3%. C'est vraiment ça prend beaucoup d'espoir pour créer une situation où nous pensons que le Canada est responsable pour le changement climatique. Moi, je suis quelqu'un qui se trouve être très sceptique, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau de science. Et en vertu des mathématiques et ce que je viens de juste de présenter, je crois que nous avons beaucoup à considérer avant de se lancer dans quelque chose qui va nuire à notre avenir. C'est entendu. Ce que je voudrais peut-être analyser avec vous maintenant, c'est toute cette question des instruments finalement de politique économique, politique de développement utilisés pour promouvoir, pour que le véhicule électrique, pour bien comprendre, parce que là, on parle de plus de 30 milliards, on est probablement à 40 milliards déjà hein, dans ces Oui, eaux-là, avec vraiment. euh, comment les gouvernements peuvent dégager des montants pareils. Quel est le processus de décision, qu'est-ce qui les amène à prendre, disons, des mesures aussi coûteuses, aussi dispendieuses, euh, euh, sur lesquelles ils se sont même pas fait élire, que je ne me trompe pas. Donc, Justement. Sans l'action de l'administration Biden aux États-Unis, il y aura jamais eu question d'investir autant d'argent qui sur répandu par 40 millions de personnes représente vraiment un fardeau financier jamais vu. Surtout pour décourager ce que les personnes, les experts croyaient était une,
une fuite dans le monde, dans les compagnies automobiles qui étaient pour échapper le Canada et aller aux États-Unis simplement parce que le gouvernement là était prêt à subventionner par 1 trillion de dollars pour faire et produire des voitures qui, évidemment, n'ont pas de futur et ne sont pas vraiment l'intérêt des consommateurs. Alors, pour le Canada, les risques est énorme parce que nous n'avons pas vraiment une économie qui est capable de produire davantage de manufacturiers que notre plus grande industrie au Canada, c'est l'huile, c'est le pétrole et le gaz naturel. Cela produit environ 12 à 14 de notre économie à l'entier, le GDP, le montant brut. Après ça, on voit le secteur manufacturier, les mines, l'agriculture, etc. Mais pour prendre ce montant d'argent, qui probablement est plus élevé, on parle de 40 millions seulement pour bâtir des batteries, 40 milliards, hein? qu'est-ce qu'on en profite? Oui, et de quoi on parle ici du montant pour subventionner ces voitures, pour subventionner le bâtiment de l'infrastructure pour électrifier la capacité de charger ces voitures. Ce sont des montants qui sont impossibles à comprendre et c'est entendu que les conséquences vont être néfastes pour le Canada. Je pense que c'est fini avant que ça commence. Et ça, c'est une question que les promoteurs de ce produit doivent considérer. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas le choix maintenant, le luxe de dire on peut en faire d'autres choses. Il y a tellement euh, d'exemples qui sont là pour représenter le fait que bien avant que cette aventure a commencé, la lutte est perdue. La Chine a un avantage de 10 ans, 12 ans. Ils ne sont pas inquiétés par les gaz d'effet de serre ou la manière dans laquelle ces choses sont bâties. Ils savent très bien que le monde veut leurs produits parce que ce sont des produits abordables pour la grande majorité. Et concernant donc l'Ontario, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que l'Ontario et le Canada n'ont pas réussi à attirer Tesla. Tesla, c'est quand même la compagnie qui est, apparemment, c'est la seule qui fait de l'argent à produire des véhicules électriques. Et Tesla a un énorme, énorme projet d'usine à Monterrey, au Mexique. Et donc, il y a non seulement les usines hein, donc aux États-Unis, mais vous allez avoir une production énorme au Mexique. Et le Mexique fait aussi partie de l'accord hein, de libre-échange entre Canada, États-Unis et le Mexique. Et donc, vous allez vous retrouver avec une concurrence à terme de véhicules. En ce moment, il y a des véhicules Tesla qui sont vendus au Canada qui viennent de Chine, mais à terme, ça va venir du Mexique. Là. Comment de nouveau le Canada peut entrer en compétition avec ça là? Au Canada, Tesla en particulier n'a pas eu, c'est pas nécessaire pour Tesla d'avoir des subventions pour produire pour produire et pour réaliser leurs produits. Et non seulement ils font leur propre batterie, ils sont de la majorité, ils font leur propre moteur. Et c'est une situation dans laquelle ceux qui voulaient à la dernière minute entrer dans cette affaire, quoique les subventions d'aller au-delà, pencher sur imposer sur les contributeurs, les contribuables, c'est une bonne idée. Euh, je crois que Tesla va toujours être en chef de file. Les autres compagnies, d'après moi, vont probablement échouer. Et ça va être un échec énorme, non seulement pour ces compagnies, comme nous voyons maintenant avec GM, mais aussi pour des compagnies qui croyaient que les subventions étaient là pour toujours. À un moment donné, il faut repayer. À un moment donné, il faut être réaliste. Et c'est pour cela que les compagnies comme Tesla vont probablement faire la concurrence
en vertu des voitures provenant de la Chine et d'ailleurs, mais ça sera peut-être la seule compagnie. Et peut-être il y a des gens qui vont dire, hey, c'est un peu trop dans l'avenir, mais je crois que déjà, d'ici les 4 dernières semaines, d'après toute indication, les compagnies que nous sommes en train de pousser ne sont plus intéressées à faire ce que nous voulons. Et donc, ça a des conséquences énormes pour le plan politique parce que les voitures électriques, c'est la moitié de la réponse que nous avons pour créer une atmosphère plus géniale, une atmosphère sans gaz d'effet de serre. Bien que ce n'est pas le cas, je pense que c'est une politique bidon et ça va avoir des conséquences, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dévastatrices pour les consommateurs et pour les contribuables, surtout ici au Canada. Il y a toute la question évidemment de comment va faire le prochain gouvernement fédéral canadien. Quel sera-t-il? Mais s'il y a un changement de parti au pouvoir et que le Parti conservateur prend le pouvoir, c'est quoi, dans un an et demi, la prochaine élection fédérale au Ouais, plus ouais. tard? Ouais. Donc ça aura des implications aussi, je pense. Hein. Mais aussi l'élection aux États-Unis, ça c'est primordial parce que tant l'ancien président Trump et donc le candidat DeSantis, qui sont les deux protagonistes principaux au niveau républicain, Ouais. ont décidé donc d'enlever toute forme de mandat pour les véhicules électriques au premier jour de leur présidence. C'est officiel. Hein, ça fait partie de leur. Donc tout ça est en train de se passer. Je voudrais rapidement vous donner une anecdote pour amener un point quand même qui est très important et puis on va conclure. Euh, quand j'étais enfant, de temps en temps, ma maman m'amenait à l'école en voiture et j'avais une sœur, hein, donc on était à trois ou quatre dans la voiture. On était à l'arrière. Et la voiture en question, la première dont je me souviens, c'est la 2 chevaux 4, hein, une Citroën 2 chevaux 4. Alors, Ouais, ouais. j'ai été voir le poids de la voiture en question, c'est 500 kilos, 1100 Ouais, ouais. pounds. Donc, mes parents étaient de classe moyenne. Aujourd'hui, c'est tout à fait plausible qu'une personne de classe moyenne utilise un petit SUV, un Sport Utility Vehicle. Par exemple, le véhicule le plus populaire au Canada, peut-être que vous en avez un, la Toyota RAV4. Yeah. Oui. Alors ça pèse environ 1800 kilos. Ça pèse ou 1800 kilos ou 4000 livres. Ouais. Donc, et il y a certainement beaucoup de parents qui font un petit trajet en voiture chaque jour, vont chercher les enfants à l'école, et à la place de transporter 500 kilos de ferraille là, et de carrosserie, etc., de moteur comme une 2 chevaux, non, ils vont transporter 1800 kilos, 3 fois Ouais. plus. Et donc, ça, c'est vous donner une anecdote là. Mais donc, sur 50 ans, on est passé, et on voit les statistiques. Donc, la majorité des véhicules vendus au Canada, ce sont des SUV et des trucks, des petits camions là. Et donc, Ah, un style F-150 de Ford, hein, de ce genre de ouais. véhicules. Et donc, on est passé de véhicules qui étaient souvent des véhicules légers vers des véhicules très lourds et donc qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour être propulsés que les véhicules légers. Et donc, moi, je me demandais si, à votre avis, si, à votre avis, ça serait faisable de faire comprendre aux automobilistes que peut-être acheter une voiture un peu plus petite, ça serait aussi bon pour l'environnement, tout simplement. Une voiture qui consomme moins d'essence, qui consomme moins de carburant, plutôt que de continuer dans cette progression vers des véhicules lourds. Et c'est une progression que l'on constate aussi au niveau des voitures électriques, alors que ces voitures électriques ont le gros problème de nécessiter ces batteries énormément lourdes qui handicapent encore plus
leur efficacité énergétique là. Donc je me demandais qu'est-ce que vous pensiez de la faisabilité d'amener un peu de raison et d'aller vers des véhicules un peu, juste un peu plus raisonnables au niveau de leur taille pour les besoins de la plupart. Les besoins ont changé, mais peut-être la taille des humains ici au Canada ont grandi un tout petit peu aussi. Mais entre-temps, les voitures que nous avons aujourd'hui, des voitures des véhicules de combustion interne, sont moins polluants qu'ils étaient une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Au niveau de polluants, de la vraie pollution, c'est-à-dire le soufre, NOx, SOS2, SO2, ce sont des choses à laquelle la réduction est assez énorme grâce à des technologies comme que nous avons utilisées avec le platinum qui est utilisé le tuyau d'échappement. Il y a aussi vraiment où les petits moteurs sont capables de créer une puissance bien plus élevée que les moteurs d'une trentaine d'années. Tu sais, la voiture typique au Canada, dans l'Amérique du Nord, dans les années 70-80, c'est une voiture de 8 cylindres. Nous sommes aujourd'hui à 4 cylindres. Et la performance, la fiabilité de ces voitures sont moins polluants. Alors, la technologie nous a permis d'avoir des plus grandes voitures utilisant moins d'énergie et qui sont moins polluantes. Et ça, c'est une historique que nous ne réjouissons jamais, mais nous devrons le faire parce que ce sont vraiment des étapes réalistes. Euh, Est-ce qu'on devra demander aux personnes peut-être d'avoir des petites voitures? Oui, mais si on est dans des grandes villes, pourquoi pas utiliser des moyens de transport public? Nous payons pour ces moyens de transport. Au lieu de dire, oui, je veux avoir une voiture électrique dont qui, qui sont très lourds, deux fois vraiment des voitures, la même voiture de véhicule de combustion interne, grâce à des batteries qui sont très, très lourdes. Alors, ce sont des questions on doit répondre, mais en contexte avec une réalité dans laquelle nous avons achevé vraiment beaucoup de bonnes nouvelles quand ça vient aux émissions des voitures. Et je sais, il y a des gens qui sont jamais satisfaits, mais quand nous prenons, et c'est vraiment une question que nous avons une obligation à adresser, les pollutions créées par une voiture électrique de la matière au début jusqu'à la fin, où elle peut ou peut-être pas être recyclée, comparaison avec une voiture de combustion interne, il n'y a pas question. La voiture de combustion interne est moins polluante. Les gens n'aiment pas ça, mais c'est une réalité dans laquelle nous avons une obligation de soulever. Ok, Dan, nous allons conclure notre discussion. Alors, est-ce que vous avez quelques mots peut-être pour conclure notre entretien? Et puis, je ferai de même. Mais j'aimerais évidemment avoir l'intérêt de nos ceux et celles qui nous écoutent, qui sont évidemment sur la grande question de la journée en termes de transport. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui est faisable? Est-ce qu'on peut faire cette transition? Est-ce que cette transition va avoir des conséquences comme nous le voulons? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de faire euh, pour répondre à la demande climatique? Est-ce que c'est une question qu'on doit faire parce que c'est plus abordable? Est-ce que c'est une situation qu'on devrait faire parce qu'au niveau le plan économique, le plan social, le plan de la réalité, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Et c'est vraiment ça, un débat on aurait dû faire il y a 10 ans, 5 ans, 5 mois, au lieu de se pencher sur la question, se mettre 100% dans cette situation où nous avons commis beaucoup d'argent et maintenant nous nous trouvons peut-être dans une situation qui est pas tellement louable, où il y a des conséquences que nous n'avons pas pris pour acquis. Il y a des situations que nous avons pris pour acquis, mais qui n'est pas vraiment quelque chose dans laquelle nous voulons comme conséquence. Alors, pour moi, c'est un débat très important.
de voir l'importance des voitures électriques dans notre économie, dans notre avenir, dans notre vie est très important. Évidemment, nous allons soulever des problèmes, mais nous sommes totalement conscients du fait que les choses changent et ces choses changent très vite et rapidement. En effet, en effet. Donc, je pense on a fait le tour, en tout cas, de certains points essentiels de la question et les évolutions sont excessivement rapides, notamment donc en Amérique du Nord où il y a cette dépendance très forte de la situation au Canada de celle aux États-Unis. Et donc, on a parlé aussi toutes ces questions technologiques qui sont en constante évolution, peut-être pour le meilleur. Donc, mais ça a des implications considérables pour le type d'industrie à avoir, le type de véhicule à avoir dans le futur et quelle va être la place de l'électrique de manière réaliste par rapport aux véhicules donc à combustion interne, sachant qu'il y a des situations où il y a des éléments qu'il faut prendre en compte réellement sérieusement, tels le froid et donc les questions d'infrastructure, les questions de disponibilité, de recharge, mais aussi les questions de disponibilité d'électricité au niveau des réseaux. Et donc, on va rentrer, on ira plus en détail durant les vidéos ultérieures. On en fera probablement en français aussi, mais ça sera pour commencer certainement en anglais. Et donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires de la vidéo sur YouTube notamment, ce qui nous permettra un peu de voir où on s'en va au niveau de nos prochaines vidéos. Et là-dessus, je pense que je ne peux faire que remercier énormément Dan McTeague pour son temps, son expertise, et j'espère que cette vidéo aura commencé à vous éclairer sur cette problématique. Et c'est moi qui vous remercie aussi, Jean-Pierre. Et je m'attends à ce que des questions nous reviennent et davantage d'autres vidéos. Merci beaucoup.